Oui, je sais, cette vidéo a du retard, mais sincèrement, je pense que c'est une des plus dures que j'ai eu à écrire. Pourquoi? Parce que Star Wars, tout simplement. Star Wars, je ne vous ferai pas l'insulte évidente de vous présenter cet univers, mais y a-t-il une seule personne qui ne connaisse pas cet univers de nos jours? Particulièrement aujourd'hui, avec la sortie récente du dernier épisode de cette superbe post-logie qui ravit tous les fans, hein. Mais, pas de drama, nous n'allons pas parler de ce film qui, comme tous les autres, a divisé. Mais au moins, un truc qu'on peut dire, c'est que cette post-logie, que l'on le veuille ou non, a au moins marqué durablement le public. Bon, perso, je dirais plus en mal qu'en bien, mais il ne s'agit là que de mon avis, bien sûr. Mais au moins, pendant tout ce temps, Star Wars, on en parlait de partout. Sans rire, on a quand même vécu 5 années rythmées par du Star Wars. Entre la découverte du bousin, le début de la grogne, les espoirs avec Rogue One, la chute avec le 8, ou tout du moins la réalisation que rien n'avait été prévu en avance et que visiblement Rian Johnson et Abrams doivent pas pouvoir se saquer, sans compter évidemment cette chère Kathleen Kennedy qui semble avoir été envoyée sur Terre pour foirer tout ce qu'elle touche. Mais en tout cas, on en a bouffé du Star Wars. Et l'effet qui se coule que ça a eu sur moi, c'est bien que je n'appréciais guère les films, à part Rogue One, et je me suis refait du bon Star Wars à côté. C'est-à-dire que je me suis remis à jouer à The Old Republic, aka le meilleur MMO du monde, en site évidemment, hein, et que j'ai enfin jeté mon dévolu sur une série qui auparavant ne m'attirait absolument pas. Et vu que vous avez vu la miniature et que j'ai déjà fait une vidéo sur Rebels, vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais en vrai, je mens un petit peu. Puisque le vrai truc qui a dirigé ma décision de me faire les 5 saisons de Clone Wars est un petit peu plus simple, et c'est ça. Alors on est clair, tu me montres une série où tu peux faire des dizaines d'AMV avec du gros sabaton dessus, j'achète direct, je réfléchis même pas. Et effectivement, le Saint Joachim a bien guidé mes yeux et je me suis retrouvé à découvrir un des meilleurs produits Star Wars de tous les temps. Une série bien plus mature que ce qu'elle peut laisser penser, tout en étant également une série tragique, qui va parler étonnamment, très étonnamment vu que c'est Disney derrière, de sujets durs et nous présenter une représentation de la guerre absolument glaçante. Des personnages profonds et complexes, des histoires d'amour mieux foutues et plus belles que n'importe laquelle que l'on pourrait voir dans n'importe lequel des films, des actes de bravoure et d'héroïsme et aussi des sacrifices à la pelle. Bref, c'est parti pour... Soldats, bienvenue en première ligne dans l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de la galaxie. Des mondes ont déjà brûlé et d'autres brûleront encore dans ce conflit. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que ça va pas être facile de faire un résumé de tout. En effet, l'un des avantages, mais aussi l'un des inconvénients de cette série, c'est que le choix a été fait d'en faire une série d'anthologie. En gros, les épisodes se suivent, mais pas dans la même chronologie. Ou plutôt, non, c'est encore pire que ça. Ou génial, j'avoue que j'ai encore du mal à saisir clairement. En gros, la série est composée de plusieurs groupes d'épisodes qui se suivent et racontent une histoire à un certain point dans le temps donné, puis dès que l'histoire est terminée, on passe sur d'autres personnages à un autre moment et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucun fil rouge pour relier tout ce bordel autre que le destin des personnages récurrents durant cette période de leur vie. Enfin, aucun fil rouge c'est vite dit, parce que si on réfléchit, est-ce que le fil rouge c'est pas juste la guerre en elle-même? Au fond, tout ce que la série raconte, c'est l'histoire de cette guerre. Donc cela paraît logique que cette même guerre soit le seul truc qui réunit les différents épisodes. Même si ce que je considère comme les pires épisodes de la série me contredisent. Mais ces épisodes sont pourris, donc qu'ils aillent se faire foutre. Mais du coup, comment vous raconter les événements? Je vais pas vous faire un résumé de chaque histoire, ça serait beaucoup trop long. Alors, pourquoi ne pas faire comme la série? Après tout, si la seule chose qui relie les épisodes entre eux c'est la guerre, alors pourquoi ne pas vous parler de ça justement, de guerre, et de comment différentes guerres cohabitent au sein d'un même conflit.
commencer, nous allons parler de la principale part du conflit, à savoir les combats en première ligne, et des personnages principaux de la série, parce que c'est quand même le titre de la série, hein. Et je dois bien dire que tout ce qui tourne autour des clones est de loin supérieur à tout ce que l'on peut voir dans les films. En fait, c'est avec cette série qu'on s'en est rendu compte, mais les clones ne sont pas du tout ce que nous pensions. Si vous prenez les clones dans les films, qu'est-ce que vous avez? Des soldats, certes, mais avec tous la même tête, et encore, aucun trooper ne retire son casque des films. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas l'air d'avoir ne serait-ce que conscience d'eux-mêmes ou le moindre libre arbitre, bref, des robots de chair envoyés contre des robots de métal. Sauf que la série explose cette considération. Toute la série est basée sur le fait très simple, et qui pourtant aurait dû être évident, que les clones sont tous des individus uniques. Et ça change absolument tout. Parce que si on les prenait pour des drones de chair, c'est bien plus facile de les voir mourir en grand nombre. Dans le sens, voir mourir des figurants dont aucun n'a eu le moindre comportement suggérant une conscience personnelle. Bah ça rend leur mort bien moins impactante. Sauf que là, on se rend compte de plusieurs choses. De 1, les clones sont conscients d'eux-mêmes, de leurs conditions et de leur existence en tant qu'individus. De 2, ils sont tous différents, ont tous une individualité bien marquée, individualité qu'ils revendiquent fièrement en plus, et ça revient de nombreuses fois dans la série. His number is CT5385. Wrong. He has a name. No clone uses a number. Not anymore. But you are a number, CT5555. No, I am Fives. Call me Fives. But 5 is a number. No, not 5. Fives. Oh. The difference is minimal. Not to me. And not to any clone. De 3, ils ne sont pas volontaires. Ils sont engagés dès leur naissance dans un conflit qui les dépasse et purement et simplement utilisés comme chair à canon. Mais leur avis n'est jamais demandé pour autre chose que des considérations militaires. Et même quand vous fuyez pour trouver la paix ailleurs, vous êtes considérés comme déserteurs et bons à abattre. You're a deserter. Well, I like to think I'm merely exercising my freedom to choose. To choose not to kill for a living. That is not your choice to make. Conclusion, les clones sont une armée d'esclaves, purement et simplement. Et ça change beaucoup de choses. En fait, ça change tout, hein. Déjà, ça veut dire que les Jedi sont loin, très loin d'être clean moralement parlant. Parce qu'allez pas me faire croire qu'ils sont pas au courant, hein, que la République, et donc Padmé qui est son visage principal durant la série, est bien loin d'être le paragon de justice qu'elle prétend. En même temps, quand tu vois à quel point la dite République est corrompue, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, les clones combattent dans une guerre qu'ils n'ont pas créée pour des enjeux qui ne les concernent pas et sont sacrifiés comme du bétail. Déjà, rien que ça fait de la guerre des clones une guerre particulièrement sale. Mais ensuite, il faut voir les conditions sur le terrain. Si les clones présentent un avantage tactique certain en termes de compétences, les droïdes, eux, sont beaucoup plus nombreux et les clunkers, comme ils sont surnommés, vont bien souvent aligner bien plus de soldats que nos courageux clones. Ce genre de situation fait que bien des fronts ne sont débloqués que par le sacrifice héroïque des clones. Live to fight another day, boys. Live to fight another day. La série compte un nombre incroyable de last stand et de sacrifices poignants. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ouais, c'est facile de sacrifier des clones en tant que personnage, on en a à l'appel et ils se ressemblent tous. Sauf que non. Déjà, parce que comme je l'ai dit, ils ont tous une individualité revendiquée, mais aussi et surtout, c'est qu'ils sont ultra attachants. Sans rire, les clones sont d'excellents personnages pour lesquels on développe un vrai affect, et ce même si on ne les connaît que depuis quelques minutes pour un épisode. Du coup, leur sacrifice n'en est que plus poignant, ce qui rajoute un côté horrible à la série, puisqu'elle te fait t'attacher aux clones pour juste après les buter par paquet de 15 à chaque épisode. En plus, il faut prendre en compte que ces sacrifices sont également vus du point de vue de leurs camarades, de leurs frères, ce qui nous mène vers l'une des plus grandes qualités des clones, leur camaraderie. Les clones feraient n'importe quoi pour gagner une place dans la galaxie. En même temps, comment est-ce que vous réagiriez dans leur situation ? Imaginez, vous avez été créé et élevé dans l'unique but de servir de chair à canon dans un conflit qui ne vous concerne, vous, en tant qu'individu, absolument pas. Vous voyez des horreurs absolues, risquez de mourir tous les jours en ayant la certitude de l'inutilité de votre mort la plupart du temps. Comment faire pour ne pas devenir cinglé ? Eh ben vous feriez comme les clones, vous vous rattacheriez à ce que vous pourrez trouver. Vos camarades ne seront plus vos camarades mais vos frères. Votre matricule ne sera plus votre nom, mais le surnom que vos camarades vous ont attribué sera votre nouvelle dénomination. Et votre cuve d'incubation deviendra votre chez vous. With all due respect, General, if someone comes to our home,
They better be carrying a big blaster. I can go with Captain Rex, sir. This is personal for us clones. C'est d'ailleurs tout cela qui fait le cœur d'un des meilleurs épisodes de la série, quand les clones en auront assez et se révolteront contre un général Jedi qui les envoie sciemment à la mort, voire qui les fait s'entretuer dans l'une des scènes les plus dures et puissantes de la série. What? Everyone, stop firing! We're shooting at our own men! They're not Amarans! They're clones! Take off your helmets! Show them you're not the enemy! They're clones! Whoa. Everyone, stop firing! Cease fire! They're not Amarans! They're clones! Look! We're clones! We're all clones! What? Même si le général en question se révélera être un rogue en train de tourner côté obscur, cela ne change rien. D'ailleurs même je trouve que cela dessert grandement l'épisode et l'empêche de devenir un parfait bijou. Le message aurait été bien plus fort si le Jedi avait été un vrai Jedi justement. It's treason then. Que des soldats se mutinent contre des ordres absurdes et soient considérés comme traîtres juste pour avoir contesté des ordres. Ça aurait été super puissant et on pourrait même faire des parallèles avec les mutineries de la Première Guerre mondiale. Bref, ça aurait pu être absolument génial, mais au final, ça n'est que génial. Ce qui est quand même bien. Hein. We are loyal soldiers. We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids. We are men. We must be trusted to make the right decisions, especially when the orders we are given are wrong. Je ne peux pas vous parler de tous les clones évidemment, même si certains vous sont connus de par Rebels où ils apparaissent, mais tous sont vraiment excellents et très touchants. Après, les arcs avec les clones restent de pures histoires de guerre, se basant sur une bataille à gagner ou un point à tenir. Bref, on tourne un peu en rond sur les scénarios. Non, je déconne, évidemment que leurs scénarios sont très bons. Allez, juste comme ça, de mémoire, l'histoire du clone mal formé pendant la défense de Kamino qui va tout faire pour prouver sa valeur, l'histoire des deux clones qui vont sauver une enfant Twi'lek victime de la guerre, le clone qui va activer l'ordre 66 par erreur et qui va mourir avant que la vérité ait pu être exposée au grand jour, qui nous montre d'ailleurs que les clones sont torturés mentalement par cet ordre. What mission? You know the one. The mission. The one in our dreams. That never ends. The one in our dreams. Oh, brother. This is the end. Forget the mission. Oh, the nightmare. I'm free. Ou tous les personnages de clones qui se sacrifient héroïquement pour sauver leurs camarades. Bref, il y en a à plus savoir quoi en faire et ces récits, alliant tragédie et boutade entre clones, marchent incroyablement bien. Les clones nous font le récit d'une guerre vu d'un point de vue humain. C'est eux qui prennent les bombes directement sur la tête et c'est aussi eux qui gagnent les batailles. Mais ce ne sont pas eux qui mettront un point d'arrêt à la guerre. Et ils en ont conscience. En vrai, suivre les clones, c'est comme suivre le destin d'un poilu. Balancé dans une guerre qui ne le concerne pas alors qu'il n'avait rien demandé pour finir sur un front horrible où la mort l'attend à tous les recoins et où sa mort n'aura strictement aucun impact puisque les deux fronts sont gérés par le même individu qui, si on en croit le lore, devait commencer à cette époque à pondre des gosses. Mais bon, évidemment, ça, on le voit pas. Hein. C'est bizarre, c'est comme si c'était un truc qui sortait un peu de nulle part. Mais ce cher chancelier, ou empereur en devenir, c'est comme vous voulez, va nous servir de transition pour une autre guerre. My time has come. I will chosen by heaven. Say my name when you pray to the sky. Seek our oldest rise. Alors, aucune guerre n'est noble, hein, tenez-le vous pour dit. Mais si je titre cette partie la guerre noble, c'est que alors que le terrain est embourbé dans une guerre sale où les clones donnent leur vie et leur sang pour combattre les droïdes, nos chers chevaliers Jedi, quand ils ne sont pas sur le front à commander, sont en mission plus subtile. En clair, ils se comportent en nobles, utilisant les moins fortunés et moins puissants qu'eux en tant que chair à canon, alors qu'eux, à l'arrière, font des missions plus subtiles ou non, mais en tout cas récupèrent toute la gloire. Cette guerre, moins sanglante, mais peut-être avec plus d'impact que celle des clones pour le déroulé de la guerre en entier, sera pour moi incarnée par le personnage le plus noble de tous. Hello there. Notre cher Obi-Wan qui va durant toute la série être occupé à grosso merdo 3 choses. Premièrement, gérer les conneries d'Anakin. Et croyez-moi, c'est du taf, ce qui d'ailleurs donne parmi des répliques les plus drôles de toute la saga Star Wars. When you're a Jedi Master, you can make the plan.
That's just it. How can I become a Jedi Master if I'm always getting caught? At least you're a master at getting caught. Very funny. Ensuite, il fait la guerre, jusque-là, ok. Mais surtout, il entretient avec la duchesse Satine la relation la plus belle, la plus touchante, la plus romantique et la plus shakespearienne de toute l'histoire de Star Wars. Padmé, Leila et Rey, vous retournez vous coucher de ce côté-là. Ah, et il a Dark Maul au cul aussi, mais ça c'est un détail qui reviendra plus tard. Revenons plutôt à notre cher Obi-Wan, cette fois malheureusement pas doublé par Ewan McGregor, mais tant pis c'est pas grave. Obi-Wan va nous montrer que cette guerre, si elle se joue sur le terrain, se joue également dans les palais, entre escorte diplomatique et capture de prisonniers importants, tout en traquant Grievous. Son chemin va le mener vers Mandalore, qui en plus d'un credo est une planète, mandalorien loin de la planète guerrière qu'elle a toujours été, aujourd'hui dirigée par une nouvelle duchesse qui en a fait un terrain neutre, une planète pacifique, à la tête d'une coalition de systèmes neutres qui ne souhaitent pas prendre part à la guerre. Et si je fais un focus sur cette part de l'histoire, déjà, c'est parce que la future saison 6 prendra place au sein du siège de Mandalore, mais surtout pour vous parler de la relation entre ces deux personnages qui est vraiment digne des meilleures pièces, et surtout qui est putain de mieux écrite que n'importe quelle histoire d'amour de Star Wars. Non mais prenez juste ce petit résumé. Deux personnages qui se sont toujours aimés, rendus ennemis par leur destin, l'une en charge de la paix de centaines de systèmes, et lui général dans une guerre qu'il est en train de perdre, tous deux trop nobles et dignes pour mettre leurs devoirs de côté et succomber à leurs sentiments, tout en ayant l'un pour l'autre le plus profond des respects et des amours. Putain mais c'est génial, d'autant que Obi-Wan nous montre une facette de lui-même que l'on n'avait jamais vue, celle de quelqu'un qui, contrairement à Anakin, n'a pas renoncé à ses vœux, mais qui était totalement disposé à le faire. C'est quand même un truc très très gros quoi. All right. Had you said the word, I would have left the Jedi Order. D'ailleurs, ce genre de choses nous apportera un gros défaut à la série, mais qu'on verra plus tard. Alors oui, je comprends, il faut être réceptif à ce genre d'histoire, ces grandes fresques théâtrales où tout est le jeu du destin qui s'efforce de s'abattre sur nos personnages, alors que pourtant ils s'aiment tant. Par contre, si j'aime bien, ça a aussi un défaut, parce que le fait de faire ce genre de narration pour ce genre d'histoire, bah, fait qu'elles en deviennent un peu prévisibles. Rien que là, vous devriez déjà savoir comment ça va se finir. Mais ça donne également bien plus d'impact au tout. Juste, mais cette scène! Remember, my dear Obi-Wan. I've loved you always. I always will. Oh putain! Mais par contre, tout le complot qui tourne autour de Mandalore est super intéressant avec ces anciens Mandaloriens qui refusent le pacifisme de leur nouvelle dirigeante, trouvant dans le personnage de Maul un allié bien motivé à faire chier Obi-Wan jusqu'à la fin. C'est vrai que la rivalité entre ces deux-là, c'est quand même quelque chose. Oui, alors je sais, il y a tout un arc avec Maul qui part en mode vengeance contre Obi-Wan, mais franchement, je le passe un peu sous silence parce que c'est pas le meilleur arc du monde et il y a déjà trop de trucs à dire sur la série. Mais alors que Obi-Wan joue des poings du sabre pour repousser les complots qui entourent sa chère comtesse, dans les plus hautes sphères, une autre guerre nous attend. Une guerre bien différente, une guerre insouciante. Je n'aime pas Anakin, je crois que c'est un fait établi. J'aime pas son comportement, j'aime pas ses acteurs, j'aime pas son histoire, j'aime pas Padmé, j'aime pas ses motivations, bref, je déteste ce personnage. Et donc, c'est sans aucune surprise que le personnage qui apporte ses pires épisodes à la série n'est rien de moins qu'encore une fois, Anakin, putain de Skywalker. Alors, pour commencer, ok, il est sur le front et dirige bien ses hommes, sauf que bon, ils fonce tout droit, sans écouter personne, perd du monde connement et foire au dernier degré la formation de son padawan, la génialissime Ahsoka Tano, dont j'aborderai le cas un peu plus tard. Par contre, pour ce qui est de nous montrer des épisodes absolument emmerdants au possible, là, il y a du monde. Aidé par C3PO et R2D2, vous aurez droit à des épisodes où Anakin et Padmé se la jouent petit couple tranquille, avec monsieur qui vit limite au grand jour son idylle avec Padmé, hein. Genre au calme, ils sont sur Coruscant, la planète la plus peuplée de la galaxie. Entre le Sénat et le Temple, il y a genre tout le monde qui peut les cramer, et eux, tranquilles, ils vivent pépouze dans les appartements de Padmé. Vraiment au plus grand des calmes, hein.
pourquoi pas après tout, hein, si on admet que tout le monde sur cette planète est con comme une brique. Et les épisodes sur l'élu, oh, bordel de merde. Un arc hyper long en plus, et surtout hyper chiant. Parce que la mythologie interne à la Force, de 1 je m'en tape, et de 2 un événement aussi important que littéralement la rencontre entre Dieu et Anakin, ça devrait avoir au moins une petite incidence sur le récit plus tard. Sauf que pas du tout en fait, hein, et on s'en fout juste d'une manière colossale. D'autant plus que Re-1 ça fait un énorme trou dans la narration, et on quitte complètement le théâtre de guerre pour se focuser là-dessus, ce qui, quand ça fait 4 saisons que t'es plongé dedans, fait un petit peu chier, je vous l'avoue, hein, niveau rythme. Et de 2, surtout que cette mythologie, bah elle est pas folle, hein. Franchement, j'ai juste l'impression de voir un truc ultra inspiré des mythologies antiques avec 2-3 modifs histoire que ça passe. Bref, rien de bien fou. Par contre, Anakin, c'est quand même le roi des entreprises foireuses. Et cette manie qu'il a de tout prendre à la légère est proprement insupportable. En fait, vu que les arcs d'avant, tu passais ton temps à suivre des clones qui galéraient dans la boue et le sang, une fois que tu passes sur Anakin, t'as l'impression de voir un ado projeté dans un jeu vidéo et qui s'amuse. Ce qui contraste légèrement, hein, vous me direz, avec la situation et le ton général de la série qui est quand même grave. Sans parler de cette sensation d'irrespect total que cela transmet aux spectateurs. C'est vraiment à se demander pourquoi ces troupes le kiffent, hein. Pas étonnant que Obi-Wan et Ahsoka passent leur temps à le pourrir. I thought I told you not to follow me, Master Kenobi. Yes, well, I took a lesson from Anakin and decided not to follow orders. Hey. Même si en vrai, les deux lui en mettent tellement plein dans la gueule non-stop que c'est peut-être pas si étonnant qu'il soit passé côté obscur. Et sans rire, sa relation avec Ahsoka, elle est impressionnante. Il est vraiment le maître que de nom, hein. Derrière, c'est clairement elle qui le remet sur le droit chemin comme elle le peut. Alors ce qui est très drôle, c'est quand il lui reproche de ne pas suivre les ordres. Alors que, bon, c'est quand même sa spécialité numéro 1 au petit Annie là. D'autant que c'est lui qui lui a appris à se comporter comme ça. De toute façon, c'est pas pour rien que Ahsoka est l'un des personnages que l'on voit le plus dans toute la série. Déjà parce qu'elle sert de nouveaux personnages pour faire de l'exposition, mais surtout parce qu'elle est 1000 fois plus intéressante que son grand dadais de maître. Et d'ailleurs, que ne voilà pas une super transition sur une nouvelle guerre. Live forever. They were far too young to die such a way. How many wasted lives? How many dreams did fade away? Parce que oui, en plus d'utiliser tout à fait consciemment une armée d'esclaves, les Jedi, qui décidément sont vraiment des enfoirés, hein, ne se gênent pas pour balancer des enfants. Enfin, des ados, mais ça, ils sont quand même vachement jeunes, hein, sur le champ de bataille. Voilà, donc comme ça, au calme, on va mettre des Padawan en première ligne. Et du coup, on a un autre point de vue, encore une fois, via le personnage d'Ahsoka principalement, mais pas que. Mais Ahsoka, du coup, que vaut ce personnage? Et surtout, quel est son point de vue à elle sur tout ce conflit? Et bah, c'est pas pour rien que c'est le perso le plus important de la série. Ahsoka va commencer son apprentissage au beau milieu de la guerre, et Anakin, en bon irresponsable, la balancera en plein milieu des combats, histoire de bien la mettre en danger comme il faut, l'envoyant parfois au loin pour des missions en solo. Sauf que le problème, c'est que déjà, quand tu vois à quel point les autres Jedi protègent leur Padawan, tu te rends compte bien d'à quel point ce cher Anakin est un putain d'irresponsable, parce qu'il la protège pas du tout. Mais surtout, bah, qu'elle est encore bien jeune au début, donc elle gère comme elle peut et se range tout le temps derrière la vie de son maître. Mais petit à petit, elle va bien sentir que, bah, de 1, son maître est un demeuré de première, et que de 2, son ordre est complètement pourri jusqu'à la moelle. D'autant que c'est la seule qui va pouvoir jouer des deux côtés, dans ces suites d'arcs très intéressants où elle pourra entrer en contact avec un jeune séparatiste et ainsi voir l'autre face du conflit. Bon, rêvez pas non plus, hein, c'est un petit bourgeois noble de surcroît. Oui, parce que je vous rappelle que chez Lucas, le peuple ne sert qu'à mourir en arrière-plan et à remplir les troupes, hein. Le destin de l'univers, les actions importantes, tout ça, c'est laissé à ceux qui sont bien nés. Mais Ahsoka va donc s'ouvrir au monde autour d'elle, pour au final faire ce qu'elle aurait toujours dû faire, se barrer. Et elle a bien raison. D'ailleurs, elle le montre clairement qu'elle est devenue bien plus sage que son maître. The Jedi Order is your life. You can't just throw it away like this. Ahsoka, you are making a mistake. Maybe. But I have to sort this out on my own. Without the Council. And without you. D'ailleurs, je trouve qu'Ahsoka, c'est quand même un joli paradoxe. Parce que la première fois qu'elle était apparue dans le film que je traiterai pas parce que sincèrement je le trouve pas bon, tout le monde l'avait détesté. Et franchement, a raison. Le perso était assez inutile et même très énervant. Et quand elle est partie, tout le monde pleurait parce que le meilleur perso venait de foutre le camp. Elle est passée du perso que tout le monde détestait au perso que tout le monde adulait. C'est pas pour rien qu'elle a été annoncée de retour dans la prochaine saison.
qui se passera dans le passé, visiblement. Oui, la temporalité dans cette série, c'est le bordel total. Mais enfin, Ahsoka reste le meilleur perso de la série, et une vraie raison de suivre les aventures Jedi, car on pourra en apprendre plus sur elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que Ahsoka a une amie qui va également évoluer durant cette guerre, mais son évolution va être bien différente. En réalité, elle évolue en parallèle, vu que cette charmante jeune fille, au début présentée comme un personnage très timide et sage, très porté sur le dialogue plus que sur les combats, va finir par devenir extrêmement critique vis-à-vis de l'ordre, pour finir par devenir complètement rogue. Ahsoka trusted you and you betrayed her. I've learned that trust is overrated. The only thing the Jedi Council believes in is violence. Et d'ailleurs, cet arc est très intéressant, car il montre que malgré leur jeune âge, ces deux enfants ont bien plus de jugeote et voient un tableau bien plus large que les autres Jedi. Une autre subtilité tient aussi dans le discours de cette Padawan et comment elle est représentée. Avec le sabre rouge et tout le tout-team. Vous vous dites que c'est une Sith, et c'est comme ça qu'elle est jugée d'ailleurs. Mais ça... And my attack on the temple was an attack on what the Jedi have become. An army fighting for the dark side. Fallen from the light that we once held so dear. This republic is failing. It's only a matter of time. C'est pas un discours de Sith. Totalement pas. Cette jeune fille est juste en désaccord total avec l'ordre. Elle a même compris ce qu'il était devenu. Ça fait encore plus paraître l'ordre comme un ensemble complètement foireux qui ne demandait presque pas de l'aide de Palpatine pour s'effondrer. Donc bravo Ahsoka, toi au moins t'as compris le discours de ton amie, même si elle t'a trahi et tu t'es barré à temps. Tout le perso tourne autour de ça en fait. De la vision de l'ordre Jedi par un nouvel arrivant formé par le Jedi qui finira par tous les tuer. C'est vrai qu'elle ne soulève pas d'immenses questionnements et que, à part sa relation avec ce jeune homme de qui elle saura repousser les avances, à l'inverse de son maître par exemple, eh bien ça reste un personnage dont l'utilité principale durant l'action est de servir à faire de l'exposition pour le spectateur. Ce qui est important chez Ahsoka, ce ne sont pas ses actions directes, mais son évolution. Je me souviens à l'époque, certains avaient dit que son départ sortait de nulle part. Bon, moi à l'époque, je vais être franc, je m'en foutais, mais alors royalement. Je regardais pas la série, donc vraiment j'en avais rien à carrer. Mais maintenant que je l'ai vu, j'en viens à me demander si ces gens ont regardé la même série que moi. Tout le perso est bâti en ce sens, c'est exactement comme pour Korra. Hein. Son parcours, c'est en gros celui d'une jeune femme qui va commencer sous l'influence de son maître, puis face aux défauts sacrément visibles de celui-ci, va commencer à remettre en question ses valeurs et même son ordre quand celui-ci va la trahir et se révéler extrêmement corrompu. Globalement, le parcours d'Ahsoka, c'est un parcours d'émancipation assez vénère qui est filé pendant toute la série. Eh voilà, vous l'avez votre perso féministe dans Star Wars. En plus, c'est clairement le meilleur perso de la série. Vous voyez que c'est capital de bâtir un personnage en avance, de bâtir un scénario autour de ce personnage pour que ses actes aient une puissance symbolique, de prévoir sa série, de la bâtir en avance, tout ça. Bon, ok, j'avoue, c'est pas fou comme message féministe, mais vu la tronche des derniers persos de Star Wars censés représenter ce mouvement, franchement, on va pas s'en plaindre. Ah, et j'adore aussi ses doubles sabres, ça grave la classe. Un autre truc qui est bien, c'est à quel point son discours change au cours de la série. En effet, au début, elle voit la guerre comme son maître la voit, c'est-à-dire comme une chose nécessaire, et même, elle aime bien ce conflit qui lui permet de se battre comme elle le veut. Ainsi, elle pourra te sortir ce genre de phrase qui ne respire pas vraiment la sagesse. The deadliest enemies of a society dwell within its borders. Mais justement, c'est en voyant à quel point elle avait tort via sa relation avec ce jeune séparatiste et ses diverses expériences et trahisons qu'elle comprendra que cette manière de penser est complètement foireuse. Car en effet, avoir le point de vue de gens d'en face a tendance à pas mal aider à comprendre la situation, et ce même quand le personnage est un méchant. Asajj Ventress est un perso très intéressant, car c'est un doublon de Ahsoka, mais du côté Sith. Commençant en tant qu'apprenti de Dooku, le personnage de Ventress est caractérisé par pas grand chose au début. C'est une méchante qui est bien engagée sur le chemin des Sith, vu qu'elle prend clairement du plaisir à faire souffrir. On la sait assez forte pour tenir en respect des Jedi bien entraînés, et sinon, à part voir ses plans contrecarrés par les Jedi, elle sert pas à grand chose. Par contre, elle va devenir bien plus intéressante quand Sidious va se rendre compte que l'apprenti de son apprenti commence à se révéler bien puissante comme il faut. Il va donc demander au comte de la tuer, ce que celui-ci tente de faire en la piégeant. Se sentant trahie, elle va alors tout faire pour se venger. Et c'est là qu'elle commencera à vraiment devenir intéressante. La quête de vengeance de Asajj Ventress va nous donner parmi les meilleurs épisodes de toute la série.
Clairement, elle, sa grande thématique, c'est la vengeance. Donc une pure motivation de Sith, de méchant. Et elle ne va rien lâcher. Mais comme si guidée par la force, elle va aller d'échec en échec et se rendre compte de la futilité de certains combats, se rendant même compte que ses actions qui semblent pourtant uniquement influencer son propre destin ont en fait des conséquences catastrophiques pour beaucoup de monde. Car une fois rentrée chez elle, les sorcières de Dathomir, elle va impliquer ses sœurs dans sa quête de vengeance, créant le monstre Savage qui finira par s'allier à son frère Maul pour faire la chasse aux Jedi. Mais Asajj ne va pas perdre seulement son combat contre Dooku, elle va aussi perdre la guerre qu'elle a amenée sur sa propre planète. Et du coup, les sorcières de Dathomir se font génocider la gueule. Au calme. Et ça a beau être des méchantes, franchement, la scène est super grave. No! Wait! You can't leave me here! En tout cas, ça laisse Asajj dans une situation quelque peu complexe. Elle a absolument tout perdu. Sa position, son titre de Sith, son peuple, elle a plus rien. Mais elle a paradoxalement gagné une liberté absolument déroutante pour elle. No. Once I was just like you. But I'm not that person anymore. Now, I have a future. Asajj va devenir un vrai personnage gris, qui va apporter une vision très intéressante de la guerre. Roulant exclusivement pour elle-même, elle va s'allier à quiconque sert ses intérêts, tout en se détachant des affaires Jedi, finissant même par aider Ahsoka et Obi-Wan, bien que ce soit par pur hasard, et par appât du gain aussi. Mais le parcours de ce perso est super intéressant et peut se rapprocher des morales que l'on peut retrouver dans la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Série de films absolument géniale, matez-les, je vous jure c'est de la bombe, qui peuvent se résumer à « La vengeance n'apporte que plus de souffrance et vaut mieux ne pas suivre ce chemin trop longtemps ». Au final, Asajj trouve bien plus sa place et son bonheur dans son nouveau travail de chasseuse de primes. D'ailleurs, elle sera une des camarades du célèbre Boba Fett pendant un temps, même si franchement Boba est purement insupportable dans cette série. Mais en gros, Asajj c'est un vrai personnage de Jedi gris moralement. Oui, alors les Jedi gris, on leur fait faire ce qu'on veut, on leur fait dire ce qu'on veut, c'est devenu tellement vague la définition de Jedi gris que je préfère rajouter le moralement derrière. Elle sert ses propres intérêts uniquement, mais se détache du conflit en comprenant que la République ou les séparatistes, aucun n'est propre et les deux sont aussi pourris l'un que l'autre. Bon, après, le défunt univers étendu reprenait le personnage de Ventress et en faisait une agente au service du conseil via sa relation amoureuse avec Quillan Vos, un super perso mais plus développé dans les comics et les bouquins, mais toujours en restant grise et en envoyant chier le conseil à de nombreuses reprises. Non, par contre, en vrai, si vous voulez lire des comics ou des bouquins Star Wars, lisez ceux qui traitent de leur relation. C'est super bien écrit, et les deux sont tellement sur le fil de l'épée à constamment pencher du côté obscur et clair, ça en fait des super personnages. Et encore une fois, c'est une meilleure histoire d'amour que celle d'Anakin et Padmé. En même temps, c'est pas dur. Et franchement, elle a la classe. Mais éloignons-nous encore plus des lignes de front avec la dernière partie de cette grande guerre. Alors je sais que certains pensent que Star Wars, les films, surtout la prélogie, c'est plein de politique. Bon, autant dire que ça me fait doucement rigoler. Franchement, la politique dans la prélogie, y a pas grand chose, quelques motions de censure et un ou deux débats vite réglés. C'est pas franchement les films les plus politiques du monde. Par contre, dans Clone Wars, tout ce qui touche à Padmé est bien plus politique que tout ce qu'on voyait dans les films. En effet, tous ces arcs vont traiter de négociations, de parlementage et aussi un peu d'action. Mais pour l'action... Jar Jar, je m'en tape, mais par pitié, faites pas des épisodes entièrement basés sur lui, quoi. Ça devient ridicule. Mais revenons au travail politique à l'arrière, et à la véritable guerre qui pourrait mettre fin à la guerre. Ce serait difficile de tout vous décrire, tant certains épisodes sont spécifiques, mais pour vous donner une idée, la série fait un truc auquel je ne m'attendais absolument pas, à savoir faire une énorme critique de notre système actuel. Ce sont ces épisodes qui nous montreront à quel point la République est corrompue et infectée par les lobbies. Et ouais, comme chez nous. Par exemple, tout un arc tourne autour du combat politique de Padmé contre la dérégulation du système bancaire. Ouais, et on est toujours dans Star Wars. Bankruptcy is not necessary, my friend.
funds. If we pass Senator Sam's bill to open new lines of credit, we will gain access to the needed funds. Won't this bill essentially deregulate the banks? A small price to pay to finance the war, is it not? Pareil, t'as plein d'épisodes qui ne parlent que du pouvoir du clan bancaire ou de l'influence des compagnies d'armes. Bah après, il est difficile de vous montrer à quel point c'est bien écrit, parce que pour cela, faudrait que je vous montre les épisodes dans leur totalité. Ce que je vais éviter de faire. Mais tout ce que je viens de vous dire doit vous rappeler une situation bien actuelle, ce qui est légèrement flippant, je ne vous le cache pas. Mais cette guerre à l'arrière va aussi nous montrer les populations civiles et leurs réactions face à la guerre, dans le sens que les Jedi ont sacrément perdu leur soutien populaire. Mais comme on est dans Star Wars, tout le monde s'en fout du peuple, sans parler de la propagande. Parce que oui, la propagande est partout sur les mondes républicains, et Padmé, malgré ses atouts de personnage positif et républicain, et bah ça la gêne pas plus que ça, cette même propagande. La guerre de Padmé, c'est une guerre où il n'y a pas de sang, mais qui pourtant se révèle aussi capitale que celle avec les soldats au front. Le fait est que la République veut la guerre, et n'est pas du tout encline à la désescalade. T'as vraiment l'impression que le Sénat est assoiffé de sang et de contrôle. Tu m'étonnes que les séparatistes soient apparus. Et Padmé, elle galère beaucoup dans cette même République, parce qu'elle se rend compte qu'elle est totalement minoritaire. Par contre, tous ces complots, toutes ces intrigues vont permettre l'implication d'un de mes persos préférés de tout l'univers Star Wars. En tout cas, depuis que je l'ai découvert, c'est devenu un de mes persos préférés. Remballez votre Mando et votre Boba Fett, car le meilleur chasseur de primes de la galaxie, c'est clairement Cad Bane. Le gars peut juste tout faire, genre c'est l'ultime chasseur de primes ever. Le gars prend le Sénat en otage à lui tout seul, ou encore infiltre le temple Jedi au plus grand des calmes pour leur piquer un holocron, ou encore il poutre sans difficulté un maître Jedi et son apprenti, bref, un badass quoi. Et il va mettre bien des bâtons dans les roues à nos personnages pour son profit personnel. Et Padmé va beaucoup souffrir des implications de ce personnage dans le récit. Par contre, je trouve que les quelques fois où elle et la duchesse de Mandalore interagissent ensemble sont très cool. Déjà, c'est marrant de voir les love interests de nos Jedi interagir ensemble sans le savoir, mais aussi sur le point politique. Car faut pas oublier que toute républicaine est pour la paix qu'elle se dise, Padmé n'est pas pacifiste. La vraie pacifiste, c'est la duchesse de Mandalore, qui elle refuse d'envoyer son peuple se battre. Je trouve ça intéressant de renvoyer Padmé à sa position de belliciste, même si c'est une situation qu'elle n'aime pas. Mais au final, ces épisodes, bien que bons, n'arrivent pas au chevet de ce qui est réellement le cœur de la série, à savoir les diverses histoires de bataille des clones. Car Clone Wars, comme on vient de le voir, est une série qui parle de la guerre, et qui en parle bien, qui en parle très très bien, en explorant chacun de ses aspects et surtout en faisant ce que tout récit de guerre devrait faire, c'est-à-dire en donnant une représentation à la fois à l'échelle globale avec les avis des deux camps, et aussi et surtout à l'échelle humaine, ce qui est souvent mis de côté, et pourtant c'est ce qui fait des grands films de guerre, des bons films de guerre. Genre imaginez le soldat Ryan, mais d'un point de vue plus large, et bah ça serait tout naze. Le fait de suivre les clones et leur destin tragique dans cette guerre rend ce conflit que l'on sait en plus manipulé par Palpatine à l'arrière, encore plus intense et dramatique, car on sait que tout cela n'a pour but que de laisser une place nette avant l'arrivée de l'Empire. Mais après, si je parle de la manière dont la bravoure des clones est mise en scène, il faut pas non plus prendre tous les Jedi comme des enfoirés qui envoient leurs troupes à la mort. Eux aussi ont droit à des actions épiques et tragiques. Let's make the end memorable! This is Republic Blockade Runner 099er. We have broken through. The Twi'leks will live to fight another day. Mais par contre, le plus gros défaut de Clone Wars, et bah c'est pas un défaut de Clone Wars en fait, c'est ça qui est très étrange. Le plus gros défaut de Clone Wars, c'est par rapport au reste de la saga. Parce que si on place Clone Wars dans la chronologie entre l'épisode 2 et 3, quand on prend toutes les actions qui se sont passées dans Clone Wars, tous les personnages, toutes les thématiques qui ont été soulevées, ne serait-ce que le personnage d'Ahsoka et son impact sur Anakin qui est juste colossal, et bah ça devient totalement illogique et irrationnel que ça n'ait aucun impact sur les films. Donc en fait le plus gros problème de Clone Wars, c'est qu'elle est trop bonne et trop intense cette série par rapport au film. Et je trouve que c'est quand même un putain de tour de force. En tout cas, Clone Wars, j'y suis allé à cause d'un AMV sur du Sabaton et j'y suis resté car j'ai retrouvé l'esprit de ce groupe dans un paquet d'épisodes. Un récit de guerre qui, bien loin de faire une ode à la guerre, en fait une dénonciation violente, et en n'oubliant pas de saluer le courage de ceux qui la font et la lâcheté de ceux qui font tout pour qu'elle continue tant que ça leur rapporte ou qu'ils n'y sont pas directement impactés. Dans un tel conflit, absolument personne n'a les mains propres, à part peut-être ceux qui ont de véritables convictions de paix, mais leur destin n'est que rarement heureux.
Quant à moi, je vous enjoins à vous abonner si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Tipeee pour que la chaîne puisse vivre, en vous souhaitant de découvrir de nouvelles choses. Je vous dis à bientôt et salut. What have I become? I do my duties, pay the price. I do the worthy sacrifice. I know my deeds are not